Bonjour, bonsoir. Dans une vidéo YouTube, nous avons vu une jeune Française qui affirme avoir subi des rapports sexuels non consensuels lorsqu'elle faisait un stage à Lomé, au Togo. Quand tu fais un tour sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que chacun y va avec ses opinions. En général, il s'agit des opinions non éclairées. Dans cette vidéo, j'aimerais essayer d'apporter un peu de lumière sur cette affaire. De prime abord, il faut savoir qu'un rapport sexuel non consenti est un événement traumatisant. La psychologie définit le traumatisme comme étant une blessure de l'âme. Déjà, à partir de cette définition, on peut avoir une idée de la gravité de la chose. Nous savons qu'un être humain est composé de trois parties, à savoir le corps, l'esprit et l'âme. Pendant que le corps est matériel, l'âme et l'esprit sont immatériels. Cela veut dire que lorsqu'on a une blessure sur le corps, parce qu'on est tombé sur un vélo par exemple, on peut avoir un pansement et la blessure part dans quelques jours. Mais si la blessure se situe au niveau de l'âme, comment peut-on faire un pansement? Les difficultés commencent déjà à ce niveau-là. Généralement, les événements de la vie sont perçus par les cinq sens. Ils sont ensuite analysés par le cerveau. Selon Madame le professeur de psychologie Pauline Boss, lorsque quelqu'un subit un événement traumatisant, le cerveau enregistre l'événement et les sentiments qui sont émis lors de l'événement. Ainsi, à chaque fois que l'individu pense à ce qui lui est arrivé, les mêmes sentiments qu'il avait ressentis le jour de l'événement ressurgissent. Cela peut lui provoquer un stress extrême et créer des sentiments d'impuissance ou d'horreur. Si le stress accru persiste sur une longue période et qu'il n'est pas possible de traiter correctement les expériences, souvent, des symptômes psychologiques intenses se développent. La plus connue, ou bien le plus connu de ces troubles mentaux est le syndrome de stress post-traumatique. En dehors de cela, à chaque fois que l'individu regarde ou sent quelque chose qui lui rappelle ce qu'il a subi, automatiquement, les symptômes de stress remontent à la surface. En psychologie, on appelle cela la réminiscence du traumatisme. Je vais profiter de cette affaire pour instruire, pour instruire mes compatriotes sur les facteurs qui traumatisent les enfants. Les facteurs qui provoquent le plus souvent de traumatisme chez les enfants sont les abus sexuels, les expériences de violence, la mort subite d'un proche, la séparation des parents. Vous ne pouvez pas imaginer que quand deux parents se séparent, cela peut traumatiser les enfants. Donc, afin de traiter un traumatisme, le psychologue doit d'abord découvrir ce qui s'est exactement passé. Ce n'est qu'après avoir évalué les événements qu'un plan de traitement peut être élaboré. C'est là que surgissent les plus gros problèmes. Selon les psychothérapeutes Peter Mosgofian et George Ohlschlager, les enfants victimes d'abus sexuels perdent la capacité d'exprimer et d'éprouver des sentiments de joie, de louange, d'amour, d'attention, d'émerveillement, de sécurité et de force. Ils perdent toute passion dans
ses dimensions mentales, physiques et spirituelles. Les options de traitement sont variées, notamment la thérapie de groupe pour les enfants, la thérapie de groupe pour les adolescents, la thérapie familiale ou bien la thérapie individuelle. Je pense que tous les Togolais tomberont d'accord avec moi que le jour où une personne est traumatisée est le moment à partir duquel son âme est sévèrement blessée. Cette personne porte en elle un encre indélébile sur son âme. Les individus ayant subi un traumatisme ont tendance à développer diverses méthodes d'adaptation, dont la répression, la suppression, l'évitement, ainsi de suite. Ces méthodes d'adaptation ont ceci de particulier qu'ils aident les patients à maintenir un certain équilibre psychologique, mais elles empêchent la guérison. Revenons maintenant aux faits racontés par la jeune Française. Avant cela, j'aimerais rappeler que je ne m'engage pas dans ce qu'on appelle le blame game, le jeu d'accusation. Il appartient à la police togolaise de faire ses enquêtes et de mettre ses résultats à la disposition de la justice afin que la vérité soit connue. Mon travail dans cette vidéo se réduit à l'aspect scientifique de la réalité évoquée. Selon ce que j'ai appris en psychosocial, lorsqu'une personne affirme avoir subi un rapport sexuel non consensuel, ces affirmations devraient être prises comme une vérité. Et immédiatement, des mesures de sécurité doivent être prises pour protéger la présumée victime. De toute urgence, la police doit être informée afin qu'elle débute le plus vite que possible ses enquêtes. Ensuite, il faut chercher des spécialistes pour que la présumée victime puisse débuter un traitement adéquat. Si les enquêtes de la police et de la justice, qui peuvent des fois nécessiter l'intervention des médecins, trouvent que les allégations de la victime sont justifiées, alors l'auteur subit la rigueur de la loi du pays. Si par contre, il s'avère que les affirmations de la présumée victime sont fausses, alors l'accusé peut porter une plainte contre la personne qu'il avait accusée faussement. Jusque-là, il est très imprudent de la part des internautes qui insultent la présumée victime et la traitent de tous les noms d'oiseaux. Ce comportement est inadmissible. Maintenant, après avoir écouté les affirmations de la présumée victime, des questions se posent. Si elle n'a pas confiance à la police togolaise, pourquoi n'a-t-elle pas informé l'ambassade de France à Lomé? Nous tous savons que le Togo est une autocratie, une dictature pure et dure. Mais affirmer qu'il est interdit aux gynécologues de traiter des patients, si cela était juste, tous les gynécologues ne devaient-ils pas fermer leur cabinet au Togo? Pourtant, ces questionnements ne doivent pas amener à conclure une certaine innocence de l'accusé. On me demandera pourquoi. Je vais vous donner deux raisons principales. Première raison, modification neurologique due à un traumatisme. Lorsqu'un traumatisme survient, quelque chose se produit au niveau neurologique dans le cerveau et cela affecte la façon dont les individus traitent les informations.
Ces changements dans le cerveau affectent la façon dont les gens interprètent et stockent ou bien gardent leurs expériences. Est-ce que cela vous dit quelque chose sur ce que la fille rencontre? Deuxième raison, changement psychologique dû au traumatisme. Chaque côté du cerveau a ses propres fonctions spécifiques. Par exemple, le modèle de pensée du cerveau gauche est analytique, linéaire, explicite, séquentiel, verbal, rationnel et axé sur les objectifs. Par contre, le côté gauche du cerveau collecte les informations et les traite de manière logique, étape par étape. Le côté droit du cerveau est décrit comme étant spontané, intuitif, émotionnel, non-verbal, visuel, artistique et spatial. C'est aussi le lieu où sont stockées les images. Les images du trouble de stress post-traumatique proviennent du côté droit du cerveau. En cas de traumatisme, les fonctions des deux côtés du cerveau sont perturbées. Est-ce que c'est cela qui explique un certain balbutiement dans le récit de la stagiaire française? Je n'en sais rien pour l'instant. Ceci peut conduire à des affirmations entremêlées de choses bizarres. Voilà ce que dit la psychologie. En général, le traumatisme n'est pas seulement une réponse émotionnelle à des événements perturbateurs, mais il est plutôt l'expression d'une dérégulation continue de la chimie entre le corps et le cerveau d'un individu. Une fois que ce changement est survenu dans le cerveau, des événements passionnants peuvent déclencher des flashbacks. Le traumatisme provoque le chaos dans le cerveau. Cela peut provoquer aussi une commotion cérébrale, à la fois émotionnelle et cognitive. Le cerveau et toutes ses fonctions sont affectées de façon permanente par un traumatisme. De plus, le traumatisme déconnecte les côtés cognitifs et émotionnels du cerveau. Dans des circonstances normales, le corps, les émotions et l'esprit sont connectés. Mais lorsqu'un traumatisme survient, ces parties se séparent. Les personnes traumatisées alternent parfois entre interruption et restriction de leur vie. Ils sont pris entre l'amnésie et la réminiscence du traumatisme, entre des flots de sentiments intenses et accablants et des états secs de non-sentiment, entre une action irritante et impulsive et une inhibition complète de l'action. Est-ce que cela peut expliquer quelque chose dans l'histoire que vous avez écoutée dans la vidéo YouTube de la femme? Chacun doit se poser cette question. Une chose est sûre. Après avoir pris le temps pour vous expliquer la réalité, je pense qu'on peut m'autoriser à appeler les internautes togolais à la retenue dans l'affaire de rapports sexuels non consensuels impliquant le directeur d'une certaine ONG togolaise et la stagiaire française. D'un côté, on n'accuse pas une victime. De l'autre côté, un accusé est toujours innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable. Pour cette raison, il est impératif que la police et la justice togolaise se chargent de cette affaire le plus vite que possible. Car la santé mentale et physique de la présumée victime est en jeu. De l'autre côté, la renommée du directeur de l'ONG
et celle de notre pays, le Togo, est en jeu. Alors, obligatoirement, l'affaire doit être clarifiée par les autorités compétentes ici et maintenant. Voilà ce que j'aimerais vous dire sur cette affaire. Ce que je viens d'exposer dans cette vidéo est tiré en partie des ouvrages suivants. Verlust, Trauma und Resilienz. Voilà le titre du premier ouvrage qui est écrit par Pauline Boss. Le deuxième ouvrage est titré, c'est en anglais, Psychology, Theology and Spirituality in Christian Counseling. Ce livre est écrit par McMinn Mark. Le troisième livre est intitulé Sexual Misconduct in Counseling and Ministry. Ce livre est écrit par Peter Mosgofian et George Schlager. Citoyens togolais, faisons attention dans nos affirmations. On n'accuse pas une victime et on n'accuse pas quelqu'un avant que la justice, ou bien on ne condamne pas une personne avant que la justice ne la trouve coupable. Donc, exigeons que la police togolaise et la justice togolaise s'en chargent pour que la lumière jaillisse dans cette affaire. Si notre frère togolais a commis cela, que la justice tranche. Si la stagiaire française a menti, que la justice tranche aussi. Soyons dans l'impartialité, que la vérité jaillisse. Je vous remercie.